Bonjour à tous. Effectivement, donc je ne suis pas Édouard Geffray, le secrétaire général qui est empêché et vous prie de l'excuser. Vous aurez donc affaire à sa collaboratrice, et, qui plus est enrhumée, donc je plaide l'indulgence. Ceci dit, c'est agréable d'intervenir, même si ça n'est qu'en fin de session, sur un sujet qui est présenté de manière aussi positive et optimiste, parce que c'est rare, somme toute, que l'on présente les sujets liés à la protection des données de manière aussi agréable, somme toute, que je crois que si on parlait de droit à l'oubli, on aurait sans doute un sentiment un peu différent. On ne parlera pas de droit à l'oubli ce soir. Unification réussie, sans doute en partie. C'est-à-dire que moi, ce que je souhaiterais faire à l'instant, c'est pas forcément vous décliner le droit existant et le règlement demain. Bien évidemment, je vous donnerai des éléments là-dessus, mais je crois que ce qui est plus intéressant, même si c'est un petit peu moins juridique peut-être que ce à quoi vous pouviez vous annoncer, c'est comment la coopération entre autorités fonctionne aujourd'hui, et pas uniquement dans le cadre de l'Union européenne, parce qu'il y a le dit G29, mais il n'y a pas que ça. Et c'est une tendance très forte qui est révélatrice de l'importance que revêtent maintenant les règles de protection des données dans le monde. Parce que, effectivement, le sujet est plus complexe qu'on ne l'imagine sans doute à l'extérieur. Il y a de très nombreux vecteurs de coopération qui s'interpénètrent. En fait, si j'ose dire, à chaque texte correspond une instance de coopération. Donc, hormis la fameuse directive 95-46 qui est en cours de révision, qui a vocation à être remplacée par un règlement européen à court ou moyen terme, nous avons aussi la Convention 108 du Conseil de l'Europe, que l'on oublie souvent, mais qui est ouverte à la ratification d'États non membres du Conseil. Donc il y a quelque chose comme 47 États signataires de cette convention, avec un organe de coopération propre, dans lesquels siègent davantage les gouvernements que les autorités de protection des données. Néanmoins, c'est une enceinte. Il y a la conférence internationale des commissaires à la protection des données. Alors ça, c'est un ovni sans doute dont vous n'avez jamais entendu parler. La conférence, en fait, s'est créée, a été créée par les autorités il y a quelque chose comme 30 ans maintenant, quasiment 30 ans, donc avant même la directive de 95. On a commencé à avoir un petit groupe de 6, puis 12, puis 15, puis, enfin, vous voyez, on a grossi progressivement. Et au début, il s'agissait pour les autorités de parler, entre guillemets, entre elles des problèmes qu'elles pouvaient avoir. Et progressivement, en fait, la conférence est ouverte. Donc on a une conférence dite fermée réservée aux autorités qui sert à adopter notamment des résolutions, etc. Mais il y a une conférence ouverte qui fait que la semaine dernière à Varsovie s'est déroulée cette fameuse conférence internationale qui grosso modo se déroule sur 4 jours complets, se retrouve agrémentée ici et là de réunions de lobbying divers et variés, des petits déjeuners, des dîners, des petits rajoutis par-ci par-là, parce que c'est devenu un lieu de discussion, un lieu de lobbying, il faut dire, c'est pas un gros mot, il faut dire les choses comme elles sont. Et sous l'égide de la conférence internationale se passe énormément de choses aujourd'hui. C'est devenu un forum incontournable en matière de protection des données. Je pourrais peut-être y revenir un peu plus tard. Ce qui est intéressant aussi, c'est que, pardonnez-moi, il n'y a pas que les autorités de protection des données qui coopèrent entre elles. Je crois qu'il faut sortir du petit circuit des seuls CNIL. La protection des données interagit avec énormément de droits, comme vous le savez. Et donc, pour vous donner un simple exemple, en matière de lutte contre le spam, il y a une problématique protection des données, il y a des problématiques télécom, il y a plein d'autres problématiques, il y a des groupes de coordination qui existent sur ces sujets-là. On est avec notre homologue britannique dans ce groupe qui n'est pas la CNIL britannique, qui est l'ARCEP britannique. Enfin, il y a des réseaux qui se tissent, si vous voulez, qui sont d'une grande complexité, mais d'une grande richesse également. On a un groupe de travail qui est extrêmement intéressant, qui se déroule dans le cadre de l'OCDE. Alors l'OCDE a adopté des lignes directrices protection des données en 1980. Comme vous le voyez, on est bien loin de la seule petite loi de 1978. Quand on parle de la CNIL, on pense, ah oui, la loi informatique et liberté et la déclaration CNIL. On est bien au-delà aujourd'hui. L'OCDE, si elle s'intéresse à ces questions depuis 1980, mais surtout aujourd'hui, c'est parce que organisation de coopération et de développement économique, on est loin des droits de l'homme, on est vraiment au cœur de la matière économique. Les données personnelles sont devenues véritablement une valeur économique. Alors on parle ad nauseam de l'or noir, du pétrole, du numérique, etc. C'est la formule consacrée. Néanmoins, c'est vrai.
Donc on voit petit à petit que s'interpénètrent des organisations issues du milieu, si j'ose dire, vie privée, droits de l'homme, et puis des instances qui sont davantage des instances de régulation économique, plus axées presque droit de la consommation, avec des mentalités, des modes d'intervention très très différents. Il y a des zones d'influence qui se développent, hors de l'Europe, bien évidemment. Toute la zone Asie-Pacifique s'est mise en mouvement. Donc l'APEC, c'est pas rien, c'est les États-Unis, le Canada, une grosse partie du Commonwealth, une grosse partie des pays d'Asie, qui, dans le cadre de ce qu'on appelle le APEC Framework, donc, ont développé des règles de protection des données, des législations locales. Tout ça, pourquoi ? Pour, en gros, encadrer au niveau global les problématiques liées à la protection des données. Donc on est, vous voyez, bien au-delà du simple G29, et nous avons, doublé tout ceci d'un réseau francophone. Quand je dis nous, ce n'est pas nous la CNIL française, c'est nous, autorités francophones. Il faut que chacun ait sa zone d'influence et puisse se faire représenter correctement dans tous ces circuits. Il se joue énormément de choses. Donc voilà, on a une obligation de présence accrue dans tous ces forats internationaux. Donc la coopération, elle se passe là-dedans. Je pense qu'on peut parler d'unification réussie quand on voit à quel point ces circuits sont imbriqués. Mais ce qui est frappant, c'est qu'on est vraiment passé d'une période où les règles se développaient à une problématique d'interopérabilité des systèmes, c'est le mot consacré, et derrière tout ça, en fait, une sorte d'institutionnalisation de la coopération, de la communauté des régulateurs. Alors, pour revenir au G29, parce que c'était quand même pour ça, je pense que le sujet avait été identifié. En ce moment, le raccourci, c'est G29 et Google, bien évidemment, mais il n'y a pas que Google, et il n'y avait donc pas que le G29, mais un petit focus sur le G29. Le G29, pourquoi G29 ? Déjà, le groupe dit de l'article 29, c'est pas parce qu'on est 29, c'est parce que c'est l'article 29 de la directive qui institue ce groupe. Comme groupe de l'article 29, c'est pas très joli, on fait G29, ça fait plus chic, mais on pense qu'il y a 29 membres, mais c'est pas ça. C'est un groupe de travail qui, initialement, a été conçu par les rédacteurs de la directive comme un organe, en gros, de réflexion. On devait, en gros, produire des avis ou des recommandations à la Commission dans le cadre, pour rechercher une interprétation commune de dispositions de la directive quand on voyait qu'entre les législations nationales, il y avait des divergences potentielles. On pouvait remonter au niveau du G29 et rédiger un avis pour dire, voilà, la disposition, l'article 4 sur le droit national applicable, je dis n'importe quoi, n'est pas très bien rédigé, n'est pas bien compris. On va faire une recommandation à la Commission, on va rédiger un avis par ailleurs pour dire voilà comment nous pensons qu'il faut que cet article soit interprété. Donc ça avait vraiment ça avait une vocation quasi administrative, même si c'est un peu péjoratif, de lissage en fait des législations nationales adoptées en application de la directive. Et petit à petit, par la force des choses, on a basculé vraiment dans l'opérationnel. C'est-à-dire que ce groupe, assez fermé, somme toute, est devenu une sorte de bras armé, c'est un peu fort, mais un véritable outil opérationnel des autorités de protection des données au niveau européen. Ça a été facilité par le fait que le groupe peut s'autosaisir d'un certain nombre de sujets. Et donc, progressivement, surtout dans les années 2000, on a décidé de prendre position sur des sujets donc non plus internes à l'UE, notamment, mais aussi externes. Donc, typiquement, je ne sais pas si vous avez en tête l'affaire dite PNR, c'est-à-dire après le 11 septembre, les autorités américaines ont demandé accès aux données de réservation des compagnies aériennes sur les sols européens. Je dis les sols européens d'un certain nombre d'États européens disposant de liaisons aériennes directes avec les États-Unis. Et donc, en gros, se sont greffés directement sur ces bases de données centralisées, ce qui posait évidemment d'énormes problèmes. Et le groupe a pris la décision de se saisir de ce sujet et, au long cours, est devenu en fait progressivement un interlocuteur de la Commission européenne, même des autorités américaines, même si ça n'a pas été toujours très facile, pour faire valoir ses vues sur ce sujet-là. Il y a eu PNR, il y a eu les alertes professionnelles, les dispositifs de whistleblowing. Donc ça, c'était les problématiques de conflit de loi entre la loi SOX, Sarbanes-Oxley, et les lois de protection des données et d'autres lois en fait dans l'Union européenne. Ça a été un énorme sujet, c'est-à-dire que tout d'un coup les règles de protection des données sont arrivées aux États-Unis comme interdisant la possibilité de mettre en place des dispositifs de whistleblowing, donc on n'était pas en mesure,
entreprises françaises ou européennes, de respecter les dispositions de la loi Sarbanes-Oxley, et donc les entreprises françaises concernées pouvaient se faire délister des marchés américains. Enfin, ça a été quand même assez violent. Vous voyez qu'on était très loin de l'interprétation de dispositions communes de la directive, et il s'est agi d'aller négocier. J'en étais avec la SEC aux États-Unis pour expliquer comment la position des autorités européennes était en fait tout à fait compatible avec la législation américaine. Enfin, vous voyez, on a eu un rôle vraiment très opérationnel. Après, j'en passe, il y a eu SWIFT. Il y a eu les procédures de discovery, toutes les exigences d'autorité judiciaire ou administrative américaine demandant le transfert de données, notamment personnelles, aux autorités. Aujourd'hui, il y a Prism, donc ça c'est un autre sujet. On est un petit peu loin du droit de la communication, mais je pense que c'était intéressant pour vous de savoir à quel point le G29 se saisit de sujets très divers. Et de plus en plus, si je veux dire, sur les sujets vraiment technologiques. C'est-à-dire qu'initialement, c'est vrai que c'était un groupe très juridique. On rendait des avis sur des dispositions X, Y, Z de la directive. Aujourd'hui, c'est des avis sur le cloud, les projets Smart Borders de l'Union européenne, les scanners corporels dans les aéroports, la reconnaissance faciale. J'entendais tout à l'heure monsieur parler de reconnaissance faciale, mais évidemment, les règles de protection des données sont celles qu'il faut que vous appliquiez dans ces questions-là. Ça permet aussi, le G29, de porter une voix européenne dans des circuits internationaux, par exemple en matière de normalisation. À l'ISO, il y a des règles, encore une fois, une instance de régulation économique. Il faut qu'on y soit parce qu'il y a des règles, des normalisations, des normes qui sont en train d'être développées en matière de protection de la vie privée. Il faut en être. C'est vrai qu'il y a un fort lobby américain, anglo-saxon, il ne faut pas s'en cacher. C'est ni bien ni mal, c'est ainsi. Si on veut faire valoir nos vues, il faut y être. Et puis il y a Google, bien sûr. Alors Google, j'y reviendrai, on fera un sort particulier à ce dossier-là, bien évidemment. Donc pour finir, vous voyez que ce groupe qui n'avait pas véritablement une visée opérationnelle est devenu un organe de coopération de fait, ce qui n'est pas toujours facile d'ailleurs, puisque le secrétariat du groupe est assuré par la Commission européenne, qui lui n'est pas indépendant, donc se retrouve un peu pris dans des effets de ciseaux. Néanmoins, c'est une réussite, je crois qu'on peut le dire, donc le titre de cette intervention était justifié, c'est une réussite qui peut parler d'une unification réussie, d'autant plus que, grosso modo, c'est la règle du consensus qui prévaut. C'est assez rare qu'on ait à voter. Maintenant, il est vrai que ce dispositif montre aussi ses limites et qu'il faut passer à autre chose. Alors, autre chose, c'est notamment le règlement européen, mais dans tous les autres circuits dont je vous parlais tout à l'heure, APEC, Convention 108, conférences internationales, etc., on a vu aussi se développer plein d'initiatives visant à faire travailler davantage les autorités ensemble, à monter des plateformes d'échange d'informations, des plateformes très opérationnelles. Ça paraît technique, mais c'est pas rien quand vous avez 80-90 autorités qui décident que tout d'un coup, elles ont besoin de partager de l'information entre elles. Alors, pas de l'information à ce stade couverte par le secret professionnel, bien évidemment, mais de l'information tout simplement sur les procédures, l'information publique sur des dossiers en cours qu'on peut décrypter, partager tout simplement des organigrammes, des annuaires de nos institutions pour que les gens sachent qui appeler. Ça a l'air de rien, mais en fait c'est énorme, et monter un projet comme celui-là, c'est un peu au début une usine à gaz. On ne sait jamais trop dans quoi on se lance avec X langues, X culture, etc. Mais petit à petit, on arrive vraiment à des résultats intéressants. Et dans le cadre de ce qu'on appelle le GPEN, c'est le Global Privacy Enforcement Network, qui a été développé sous l'égide de l'OCDE. On a monté un véritable réseau d'entités identifiées comme coopérant entre elles sur des sujets donnés. Et on a fait pour la première fois, je trouve ça intéressant, ce qu'on appelle le Internet Sweep Day. Donc le même jour, 40 autorités se sont mises devant une batterie d'écrans pour faire une recherche simultanée sur l'application des règles de protection des données à X sites, les sites de leur pays. En France, on avait 290 sites et on regardait si les mentions d'information étaient correctes. En gros, comment les sites respectaient les règles de protection des données. Alors, c'est peut-être un petit peu léger pour une première phase, direz-vous, mais pour nous, c'était déjà la preuve qu'on était capable de faire quelque chose tous en même temps, sur la même base, en partant de postulats communs, ce qui, encore une fois, n'était pas gagné. Alors,
les difficultés, après, outre les limites juridiques tenant au fait qu'on ne peut pas encore partager des données couvertes par le secret professionnel, ça on peut le faire éventuellement quand on a la capacité juridique pour le faire en concluant des conventions bilatérales de coopération, par exemple avec la FTC qui est notre homologue américain, avec notre homologue canadien, etc., avec nos homologues francophones bien évidemment. Mais pour l'instant ça fait vraiment obstacle à la mise en place d'un dispositif plus important. Il faut faire rentrer dans ce réseau aussi des autorités qui ont des compétences différentes. Comme je vous disais, la FTC, c'est un peu la DGCCRF, c'est un peu l'autorité de la concurrence, c'est pas du tout la CNIL. Donc eux parlent de data privacy, c'est un bien économique. Enfin, on voit qu'on ne vient pas du tout des mêmes backgrounds, comme on dit en bon français. C'est pas rien, mais néanmoins, on travaille vraiment en bonne intelligence et ça se passe bien. Et puis il y a le financement du système, ça évidemment c'est une petite limitation, mais on ne s'y arrêtera pas. Alors, unification réussie. On parlait du dossier Google. Ce n'est pas que je veuille faire un sort particulier à Google. Encore une fois, je crois que c'est important de le dire. La CNIL, les autorités de protection des données, n'ont rien contre Google. Néanmoins, c'était le sujet qui était mis de manière unilatérale par les organisateurs, je crois, dans le descriptif de l'intervention. C'est pas inintéressant de s'y arrêter parce que ça montre effectivement une nouvelle manière de coopérer des autorités, là pour le coup au sein du G29, parce qu'on a initié une procédure au sein du G29, donc les 27 pays de l'UE, et l'espace économique européen, donc ça fait 30 in fine. Mais bien évidemment, ce qui se passe au sein du G29 intéresse nos homologues hors d'Europe. Et donc, quand on aura fini nos enquêtes, entre guillemets, on sait qu'on aura des demandes de nos homologues à l'étranger, hors UE, pour dire alors comment, pourquoi, quelle est votre interprétation, et vous interprétez ça comment. Enfin, c'est pas rien, parce qu'autrefois, c'est vrai qu'il n'y avait pas du tout ce genre de dialogue possible. Et cette procédure, alors, au sein du G29, a été initiée selon des règles complètement prétoriennes. Aujourd'hui, pour faire un petit peu de droit quand même, une entreprise va être soumise à l'application de la loi européenne, de la directive européenne, si elle est établie dans un État membre. S'il y a plusieurs établissements, chaque loi nationale du pays d'établissement s'applique. Si elle n'est pas établie, mais si elle a en revanche recours à des moyens de traitement sur le territoire de l'Union, la loi européenne s'appliquera. Google n'est pas établi formellement au sens de la loi de protection des données en France. Elle a son siège social français qui a été inauguré en présence du président de la République, etc. Mais au sens de la loi de protection des données, a priori, Google n'est pas établi en France. Donc, pour chaque question concernant Google, il faut aller voir l'Irlande. Il n'y a qu'en Irlande que Google soit véritablement établi. Ça, c'est la règle européenne. Donc, en toute logique, une telle enquête sur le dossier en cours, c'est la fusion des règles de confidentialité de Google et leur impact sur les personnes derrière, les traitements de données supplémentaires que ça induit. L'analyse au regard des règles de protection des données de cette fusion des politiques vie privée de Google aurait dû être, en toute logique, menée par l'autorité irlandaise. Il s'est avéré que l'autorité irlandaise avait déjà fait un gros audit Facebook seule. C'est très lourd à gérer, c'est une autorité très capable, compétente, des gens très gentils au demeurant. Néanmoins, c'est des opérations très très lourdes à mener pour des petites autorités. Et donc, comme tout ça se passait un peu simultanément, la CNIL a proposé de gérer, en fait, de piloter cette phase de concertation entre autorités sur ce dossier particulier des nouvelles règles de confidentialité de Google. Et pourquoi est-ce que c'est intéressant, sans même rentrer dans le fond du dossier, ce que je pourrais faire si vous le souhaitez, mais c'est peut-être un peu ardu à ce stade, c'est que de facto, s'est installée une espèce de coopération entre 6-7 autorités qui sont dit, bon, allez, on a déjà besoin d'analyser ensemble la manière dont la fusion de ces différentes politiques vie privée doit être analysée. On ne peut pas faire ça tous ensemble, on désigne une autorité chef de file, la CNIL, même si la CNIL, juridiquement, n'aurait pas forcément eu vocation à. On a beaucoup travaillé, on a envoyé un certain nombre de questionnaires, la coopération est cordiale, néanmoins ardue, c'est un secret pour personne. Donc finalement, on obtient les informations qu'on veut avoir ou pas, et donc on sort nos conclusions qui sont endossées par nos collègues du groupe de l'article 29, ce qui fait quand même une position assez forte, plus forte que si on était seul, bien évidemment.
Et nous avons mis en demeure Google de procéder à un certain nombre de modifications de ces règles et de justifier en fait, du fait qu'elle allait se mettre en conformité sur un certain nombre de points. Suite à une mise en demeure, si une mise en demeure reste infructueuse, la société ne se met pas en conformité, la présidente de la commission peut désigner un rapporteur afin qu'il rédige un rapport qui sera défendu devant la formation restreinte, qui est notre organe de jugement indépendant, article 6.1 CEDH, etc. Et c'est la formation restreinte de la CNIL qui prendra sa décision sur ce dossier-là. Évidemment, ça, nous le faisons dans le cadre de notre propre loi nationale. Nous ne le faisons pas pour le compte des autres. Mais au moins, comme on dit en bon français encore, le fact-finding a été fait en commun. Et ensuite, cette enquête s'est déclinée en autant de procédures nationales qu'il en existe au sein de l'UE. Encore une fois, c'est une directive, pas un règlement qui nous régit aujourd'hui. On ne pouvait guère faire autrement. La leçon que j'en tire... si vous voulez savoir où en est la procédure, le contenu de la mise en demeure, ce que l'on reproche à Google, etc., n'hésitez pas à aller sur notre site, tous les documents sont mis en ligne. Je me sens d'autant plus libre d'en parler avec un ton un peu plus musclé que d'habitude, que nous avons reçu les observations de Google sur notre mise en demeure, concluant grosso modo au fait que la CNIL n'était pas compétente, de toute façon, la loi française n'est pas applicable, et grosso modo, peut-être même la directive non plus. Donc, à partir de là, les positions sont claires, nettes et précises. Chacun dans son camp, la présidente a désigné un rapporteur aux fins d'initier une procédure de sanction. Alors, que risque-t-on en France ? C'est là que le bas blesse, bien évidemment. 150 000 € maximum, 300 000 en cas de récidive. Alors, évidemment... ça peut prêter peut-être à sourire. C'est sûr que la loi française n'a pas été de 2004, quand elle a créé, entre guillemets, institué ce pouvoir de sanction, n'avait pas forcément imaginé ce type de situation. Donc c'est vrai qu'on est en décalage par rapport à la réalité du terrain tel qu'elle est créée par les grands acteurs de l'Internet. C'est les seuls qui soient véritablement... concernés. Encore une fois, pas parce qu'il faut nécessairement initier des procédures de sanctions, etc., mais parce que quelque part, il y a un élément dissuasif et c'est un facteur de crédibilité. Donc c'est vrai que c'est pas gigantesque, néanmoins, nous avons fait ce que nous estimions devoir faire. Et bien évidemment, nous nous plaçons dans la perspective du fameux règlement européen qui va changer énormément de choses. Alors ce règlement... il a quand même vocation à sortir, il devrait entrer en vigueur en 2016 comme prévu. C'est vrai que les discussions sont excessivement complexes. Je pense que c'est un texte qui bat tous les records à Bruxelles. Je crois qu'on n'avait jamais vu ça en termes de calendrier, en termes de nombre d'amendements. Je crois qu'on est entre 4500 et 5000 amendements. Enfin, le président de la commission Libé a crié grâce en disant qu'il n'en pouvait plus de recevoir tout ça. Et donc, voilà, il fallait que ça cesse. Pourquoi un tel déchaînement d'énergie, de notre part aussi, pour être très transparent, il faut vraiment comprendre l'enjeu. Tout d'abord, le règlement fait table rase des anciens critères d'application du droit, c'est-à-dire que dès lors qu'un citoyen, un résident de l'Union européenne fera l'objet d'un ciblage, établissement ou pas, moyen de traitement ou pas, grosso modo, la loi européenne s'appliquera. Donc bien évidemment, c'est-à-dire qu'il y a un effet extraterritorial énorme et que le GAFA, pour faire court, Google, Apple, Facebook, Amazon, sont concernés au premier chef. Pas que, bien évidemment, mais beaucoup, eux. Et par ailleurs, ce double de ça, la structure de la réforme, en gros, a été largement inspirée du droit de la concurrence, c'est-à-dire un allègement assez drastique, enfin relatif mais drastique malgré tout sur le papier, de tout ce qui est contrôle a priori, disparition de la fameuse déclaration CNIL. Voilà, donc ça, joie et bonheur pour un grand nombre d'entre vous. En revanche, aggravation, ou en tout cas augmentation substantielle du montant des sanctions, le système de peine est complètement modifié, donc ça peut aller jusqu'à 2% du chiffre d'affaires monde consolidé, ce qui n'est pas rien. Donc là, évidemment, on ne boxera plus dans la même catégorie, si vous me passez l'expression. Ça motive aussi les lobbyistes très, très clairement, mais encore une fois, c'est pas malhonnête, c'est légitime.
Alors, ce qui nous chiffonne, nous, et j'en finirai par là, à moins que vous criez grâce, c'est quand je vous parlais tout à l'heure de cette différence entre le cas Facebook, où l'autorité irlandaise s'est retrouvée toute seule, et c'était quand même, somme toute, assez lourd à porter, et le cas Google, dans lequel, bon, c'est toujours lourd à porter, c'est jamais des procédures simples, mais au moins, on était ensemble, et on se tenait les coudes, et on se sentait fort dans notre position. On se sent fort dans notre position. Le projet de règlement européen, lui, contient une disposition, alors pas de droit national applicable, puisqu'il s'agit d'un règlement, mais de compétence de l'autorité. La logique du règlement tel qu'il est rédigé, mais ça ne va pas rester comme ça à l'évidence, parce qu'il y a beaucoup d'amendements là-dessus, c'est le critère de l'établissement principal, encore une fois, une seule autorité compétente pour prendre les décisions concernant une entreprise, même si elle est établie sur plusieurs États membres, ça sera l'autorité principale. Voilà. Donc en gros, Luxembourg, Irlande, Chypre peut-être, en fonction de là où vous aurez le plus envie de vous établir. En tout cas, pour nous, et sans que ça soit une injure faite à nos collègues des autres pays de l'Union, pour nous c'est grave parce que ça éloigne la protection des citoyens. Très clairement, ça éloigne les gens du terrain. C'est pas seulement un plaidoyer pro-domo. Il faut que la CNIL reste compétente à tout crin sur tout. C'est vraiment pas du tout ça. Ça a été assez caricaturé comme ça. C'est juste que, imaginez que demain, vous avez un problème concernant un acteur qui aura son établissement principal à Luxembourg ou à Chypre, parce qu'on aime bien donner cet exemple, parce que l'incitation fiscale sera suivie de l'incitation protection des données. Enfin, il y aura des logiques évidentes. À partir de là, la CNIL ne pourra que recevoir votre plainte, n'en fera rien, ne l'instruira pas, et l'enverra à l'autorité qui sera compétente. Et vous pourrez nous appeler autant que vous voudrez. Nous, on pourra faire que l'intermédiaire. C'est ça la logique du règlement européen. Alors, j'exagère un petit peu parce qu'il y a un système de cordes de rappel, etc. Enfin, si il y a plusieurs autorités potentiellement dans la boucle, il y aura une forme de concertation. Néanmoins, la décision finale appartient à une seule autorité. Donc, pour nous, c'est grave aussi parce que ça favorise une sorte de dumping européen, je sais pas, intra-union. Ça mine, somme toute, l'objectif d'harmonisation, l'objectif d'intégration européenne. Donc, ce n'est pas du tout le système que nous avons proposé, qui est un système un peu plus complexe. Je vais vous en faire grâce parce qu'il est tard, mais l'idée est que quand un citoyen est ciblé et concerné par un service, veut déposer une plainte, c'est l'autorité de son pays qui est compétente pour traiter des dossiers directement avec lui. Il y a une autorité chef de file qui sera désignée pour traiter le dossier conjointement avec les autres autorités si nécessaire, parce qu'évidemment, il peut y avoir plusieurs pays concernés. Mais cette autorité chef de file ne prendra pas la décision pour elle seule. Elle prendra une décision de manière concertée, et ça sera une décision qui se déclinera, encore une fois, dans les pays si bien que l'autorité chef de file sera toujours l'interlocuteur unique pour tout ce qui relèvera des formalités préalables, ce qu'on appelle la accountability, enfin je vais vous faire grâce des détails, aura un seul interlocuteur, une seule autorité, mais le citoyen conservera son autorité locale à proximité. Donc ça, c'est un système, on s'est beaucoup battu pour ça. Au début, on était très seuls, il faut être très honnête. Aujourd'hui, on a un vrai motif de satisfaction qui est que le gouvernement français, qui est rapporteur sur ce sujet au DAPIC, donc au sein du Conseil, a endossé la position de la CNIL, ce qui nous rend quand même assez fort. On en est vraiment très heureux. Et pour nous, pour finir, c'est une forme d'unification réussie. Voilà.